la question que j'essaie de répondre dans cet ouvrage est: les villes peuvent-elles changer le monde? Donc, peut-être à titre de sondage ici, combien de personnes croient que les villes peuvent faire une différence pour transformer la société? Actuellement. Un nombre assez intéressant. Je vais essayer de vous montrer, en fait, dans le cadre de cette conférence, que les villes peuvent faire une différence. En même temps, il y a plusieurs obstacles, des contraintes, différents défis en jeu. Et je vais commencer, en fait, par la première partie de ma présentation, à vous montrer en quoi les villes doivent affronter une série de contraintes, de problèmes. Donc, je vais commencer en vous montrant, d'une part, en quoi les villes ne peuvent pas tout faire. Elles ne peuvent pas changer le monde, le système dans son ensemble. Et pour affronter ce défi immense, les différentes crises, si on parle de crise de la démocratie, crise des inégalités, crise des écosystèmes, ce que j'essaie de montrer assez brièvement au début du livre, c'est que ces crises sont interreliées entre elles. Donc, et on va de plus en plus entrer dans un monde où il va y avoir une instabilité de plus en plus forte et une forme d'amplification des crises. Donc, pour faire face à cette difficulté, la thèse assez forte que j'essaie de déployer dans l'ouvrage au début, c'est qu'il faut qu'on pense une alternative globale, en fait, un nouveau système, un nouveau modèle de civilisation pour transformer la société. Donc, c'est assez ambitieux. Dans mon ouvrage, je n'essaie pas de dicter de A à Z ce qu'on doit faire, il n'y a pas de programme précis, mais il y a du moins une série d'expérimentations, d'initiatives, d'exemples que j'essaie de montrer pour voir en quoi les municipalités pourraient être au cœur de ce processus de transition vers un nouveau système. Donc, comment je définis, d'une part, le municipalisme? C'est un terme qui est à la fois ancien, mais qui entre dans le vocabulaire des milieux un peu militants, associatifs, universitaires aussi. Un des premiers auteurs à avoir explicité ce que veut dire ce terme, c'est un philosophe américain, écologiste et anarchiste, en fait, qui s'appelle Murray Bookchin, qui a défini le municipalisme libertaire comme un nouveau système dans lequel les municipalités, qui seraient des formes d'autogouvernement, pourraient se confédérer entre elles pour être capables progressivement de remplacer un système basé sur la croissance infinie et la centralisation du pouvoir dans les mains de la bureaucratie, de l'État, et ainsi de suite. Donc, souvent, les visions anarchistes vont être opposées à une série de systèmes d'oppression, de domination, mais ne vont pas proposer des réponses différentes, alternatives institutionnelles. Donc, ce que le municipalisme peut être, c'est un système qui pourrait éventuellement reconfigurer le système de fond en comble. Et de façon extrêmement brève, ce que je dis, c'est que la municipalité peut être le tremplin d'une transformation démocratique de la vie sociale, économique et politique. Je dis ici « peut être » parce que ce n'est pas en soi la ville, même si elle est le niveau de gouvernement le plus proche des citoyens, une ville n'est pas spontanément des lieux de démocratie, d'écologie et ainsi de suite. Mais ce qu'on doit faire, c'est se réapproprier collectivement les institutions pour refonder la démocratie. Donc, en gros, ce que j'essaie d'expliquer dans l'ouvrage, les villes et les villages peuvent peut-être devenir un système de transition qui serait progressivement capable de nous diriger vers une société qui serait plus durable, qui serait plus écologique, qui serait plus démocratique. Donc, pour commencer, les différents obstacles auxquels les villes font face. D'une part, les villes, à l'échelle de la société dans le monde, sont des rouages de la mondialisation néolibérale dans beaucoup de cas. Les processus économiques, les forces, entre autres, de l'économie de marché mondialisé, mais aussi de la propriété privée, influencent directement les processus urbains, la forme que la ville peut prendre, et ce qui fait en sorte que les villes ne sont pas extérieures au système économique en place. Elles sont en quelque sorte les relais de processus beaucoup plus grands. Ensuite, on peut observer aussi dans les villes une série d'inégalités. Donc, les villes, ça dépend un peu à travers le monde. Je ne sais pas ici à Grenoble s'il y a des grandes inégalités de richesse entre les couches les plus aisées et les plus pauvres. Si ça doit exister. Donc, je fais un peu le postulat que la plupart des villes sont confrontées à des systèmes d'inégalité. Et à Montréal, en fait, pour vous donner une anecdote, il y a une différence dans une espérance de vie entre les quartiers les plus riches et les plus pauvres de 10 ans. Donc, les quartiers les plus pauvres, en fait, les gens qui habitent dans ces lieux, ont en moyenne 10 ans de moins d'espérance de vie que dans les quartiers les plus aisés. Donc, on peut voir des différences entre le nord et le sud au sein d'une même ville, en fait. Ensuite, il y a une forte dépendance aux taxes foncières. Donc, l'impôt sur l'habitation, sur le sol urbain, fait en sorte que les municipalités sont prises dans un système d'incitatifs qui va
les pousser en quelque sorte à faire des formes d'étalement urbain, de processus de développement, pour essayer d'avoir des revenus supplémentaires. Et ça ne dépend pas uniquement de la bonne volonté ou de la mauvaise volonté des représentants. Parfois, on peut voir des différences aussi, mais ça crée un système global où les villes sont incitées pour aller chercher d'autres formes de revenus, d'aller construire davantage, ce qui amène une série de conséquences graves du point de vue environnemental, social et ainsi de suite. Autre chose qu'on peut voir également au Québec, une forte dépolitisation au niveau des municipalités. Lors des élections municipales de 2013, il y avait 50% des gens qui sont allés aux urnes. Donc, je ne sais pas en France c'est quoi la moyenne habituelle pour les élections municipales. Et lors des dernières élections de 2017, il y avait 40%. Donc, on a vu une baisse de 10%. Donc, on peut voir en fait que la politique municipale n'intéresse pas tous les gens, d'une part, et ce que ça amène, cette forme de désintérêt pour la chose publique au niveau très large, mais au niveau des villes également, c'est que ça favorise en fait le pouvoir des intérêts privés, des promoteurs, de l'industrie de la construction, des firmes de génie conseil, qui amènent des formes extrêmement graves de corruption au niveau des municipalités. Donc ensuite, malgré ce contexte, en fait, les villes sont appelées de plus en plus à jouer un rôle important en termes de responsabilité, de pouvoir. Ici, au niveau de l'Union européenne, il y a toute la dimension des différentes régions, la question de la décentralisation, la gouvernance multiniveau. Mais ce que ça produit comme effet, c'est d'une part la décentralisation des pouvoirs du point de vue de l'État vers la base, mais une forme de recentralisation aussi dans les grandes régions métropolitaines. Donc la question des régions, du Grand Paris, ainsi de suite. Dans le cadre du Québec, à Montréal, on a la communauté métropolitaine de Montréal aussi, ce qui fait en sorte que si on va avoir une approche de démocratie directe par la base, c'est beaucoup plus long à faire et ça va être beaucoup plus difficile. C'est une forme de recentralisation des pouvoirs par le haut. Donc, c'est une série de choses qui fait en sorte que, d'une part, les villes sont appelées à avoir de plus en plus de responsabilités, de compétences, mais en même temps, sont dans une position de subordination. On va leur donner davantage de charges, mais on va couper leurs sources de financement aussi. Donc, elles sont prises dans une position contradictoire. Mais ce que j'essaie de dire dans mon livre, c'est que les municipalités, dans ce contexte-là, il y a une forme de clivage qui va être de plus en plus fort, non seulement entre la gauche et la droite, mais entre le haut et le bas. Donc l'idée, en fait, c'est qu'il y a une forme de centralisation du pouvoir qui pourrait amener un nouveau clivage qu'il faut décentraliser, redonner le pouvoir aux gens, aux citoyens, au peuple. Donc l'idée du haut et du bas ici, c'est quelque chose qui devient de plus en plus fort et visible, que ce soit au Québec ou ailleurs à travers le monde également. Donc, ici, j'essaie de vous montrer une série de contraintes, de problèmes qui font que les villes, dans le cadre actuel, ils ont les mains liées du point de vue institutionnel, constitutionnel, légal, juridique, économique, et ainsi de suite. Mais au moins, il y a beaucoup d'espoir parce qu'il y a de plus en plus d'alternatives, d'expérimentations qui ont cours. Donc ici, c'est l'image de mon livre, en fait, « À nous la ville », où j'essaie d'explorer quelle pourrait être la forme du municipalisme qu'on est capable d'observer à différents endroits dans le monde. Au niveau des idées, donc ici vous avez en haut à droite l'image de Murray Bookchin, le philosophe américain, qui est extrêmement influent, qui commence à être traduit, je pense, en français aussi. En France, je ne sais pas si beaucoup de gens avaient déjà entendu parler de cet auteur. Quelques gens ici un peu. Donc c'est un auteur qu'au Québec on connaît depuis 20 ans, 30 ans environ, qui est très proche, en fait, qui est au nord de la frontière américaine, très proche du Québec, et qui a amené une série d'idées qui font en sorte que les municipalités ont eu, à travers l'histoire, beaucoup de pouvoir, d'autonomie, et ont été, dans beaucoup de circonstances, des incubateurs de démocratie participative directe, et ainsi de suite. Donc, il y a une longue tradition que ce philosophe reprend, que j'essaie d'explorer dans mon livre, au niveau de la cité athénienne, les communes médiévales, les town meetings de la Nouvelle-Angleterre, la commune de Paris également, qui est un exemple de ce que je peux dire de façon anachronique, qui est une forme de municipalisme également, Vienne-la-Rouge. Donc, beaucoup d'épisodes à travers l'histoire qui sont peut-être différentes exceptions à la règle, mais qui ont été des lieux d'exercice de la liberté, une forme d'autogouvernement. Il y a d'autres sources aussi théoriques, en fait. Donc, mon livre ne se concentre pas uniquement sur la vision de Bookchin. Il y a des formes de mouvements municipalistes davantage institutionnels, réformistes, le socialisme municipal également, au sens de Paul Brousse, qui est un auteur que je ne sais pas beaucoup de gens connaissent ici en France, donc je l'ai découvert à travers la littérature. Une école italienne également de Alberto Magnaghi, donc une école territoriale qui essaie de repenser l'ancrage dans le territoire. Donc c'est des choses que j'essaie d'explorer dans le livre. À l'heure actuelle, j'ai essayé d'identifier deux grands courants de ce mouvement. D'une part, à droite, vous pouvez voir le municipalisme que j'ai appelé oriental,
qui est principalement centré dans la région où le peuple kurde habite. Donc, il est situé principalement dans la région de l'Irak, la Syrie, l'Iran et la Turquie. Et dans cet espace, il y a toute une série d'expérimentations, entre autres dans la région du Rojava, qui est en train de vivre quelque chose qui peut évoquer peut-être la guerre civile d'Espagne dans un contexte extrêmement grave, qui sont d'une part confrontés à la guerre civile en Syrie, d'autre part à l'État islamique. Mais il y a toute une expérience d'autogestion, de développement de coopératives, de mouvements aussi d'égalité homme-femme extrêmement fort et d'expérimentation de ce qu'on peut appeler un municipalisme, qui est une confédération des villages et des villes qui essaie de s'auto-gouverner directement. Historiquement, le mouvement kurde a été lié à un mouvement, enfin un groupe qui est accusé de terrorisme, le PKK, et qui revendiquait la lutte armée et la création d'une forme d'État kurde indépendant. Donc c'est un mouvement indépendantiste, mais il y a un virage idéologique dans ce mouvement au début des années 2000, où le mouvement s'est dit, au lieu de créer un nouvel État indépendant, on va essayer de refonder la démocratie par une forme d'autogouvernement des villes et des villages entre elles. Donc, ce mouvement-là qui est en train de prendre forme, qui est peut-être une source d'inspiration pour certains groupes. Il y a des choses à prendre et à laisser également. Mais ce qui est beaucoup plus près de nous ici, en France, entre autres, au niveau occidental, disons la pointe de ce mouvement se trouve principalement dans les villes espagnoles, donc la ville de Barcelone, Madrid, Séville, Saragosse, Cadix, ainsi de suite, ont été conquises lors des élections municipales de 2015 par des plateformes citoyennes issues du mouvement des indignés, issues de coalitions aussi de différents partis, donc des partis verts, écologistes, de gauche, d'extrême gauche également, qui ont en quelque sorte repris en main les grandes villes de la région espagnole. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement fort qui est en train de prendre cours. Et j'ai eu la chance, en fait, de rencontrer Anne-Sophie ici, lors du sommet citoyen, le sommet international municipaliste qui a eu lieu en juin à Barcelone, où il était question de démocratie radicale, des communs urbains, du droit à la ville, question de transport, d'alimentation. Comment est-ce que les villes peuvent faire face à la montée d'une extrême droite aussi qui devient extrêmement puissante? Comment est-ce qu'on est capable de répondre à des questions d'égalité homme-femme, d'écologie, et ainsi de suite? Et en fait, ce qui est en train de prendre forme, c'est vraiment un courant international, une forme d'international des municipalités qui serait progressivement peut-être capable d'amener une série de transformations. Donc, il y a une forme de réseautage qui est en train d'être opéré, non seulement dans la région ici, mais également avec l'Afrique, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Asie, et ainsi de suite. Il y a plusieurs initiatives qui ont cours à l'heure actuelle. Donc, d'une part, il y a ça ici, et dans la région du Québec. Donc, il y a eu les élections municipales de 2017, le 5 novembre, où il y avait 1100 municipalités qui étaient justement en période électorale. Et ce qui s'est fait, c'est qu'il y a eu quand même un changement de garde qui a été opéré dans plusieurs villes. Ce n'est pas l'ensemble des villes, évidemment, qui ont été conquises par des mairies citoyennes et ainsi de suite, mais il y a eu quelque chose comme à Montréal, je ne sais pas si vous avez vu ici, la première femme élue à la tête de Montréal, Valérie Plante, qui était à la tête de projet Montréal, un parti vert assez progressiste qui a pris la tête de la ville de Montréal, et c'est le premier groupe progressiste à prendre la ville depuis environ 30 ans. Donc, c'est quelque chose d'assez nouveau. Elle a été capable de battre, en fait, le maire Denis Coderre, qui était un homme assez autocratique, qui était très visible dans les médias, qui a fait plusieurs projets de développement urbain assez grands, et elle a été capable, en fait, de prendre le pouvoir dans la ville de Montréal. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va être capable de faire? Est-ce qu'elle va être capable d'appliquer son programme de budget participatif, de financement des transports en commun? Est-ce qu'elle va amener du logement social abordable aussi? Il y a une série de contraintes, de choses à faire, mais c'est quelque chose qui a cours et ça a été vraiment un choc parce qu'au Québec, la plupart des personnes croyaient que ça allait être toujours les mêmes, la vieille classe politique allait être réélue encore, mais il y a eu vraiment beaucoup de femmes dans différentes villes au Québec qui ont pris la tête des villes. Donc, c'est quelque chose qui est en train de prendre forme. Est-ce qu'on peut les voir comme des signes de municipalisme? Peut-être pas encore, comment je vais le définir plus tard, mais au moins, il y a un certain changement de garde qui est opéré au niveau des villes. Donc, une fois qu'on a dit, en fait, que j'ai essayé de montrer d'une part que le municipalisme n'est pas une simple idée de philosophe ou un courant intellectuel ou une utopie, et que c'est un mouvement qui est en train de naître, d'émerger, en quoi est-ce que les municipalités sont capables de changer les choses? D'une part, l'idée de base
que j'essaie d'analyser dans le livre, c'est de voir comment les villes peuvent développer une forme de soutenabilité au niveau économique, démocratique, social, environnemental et territorial. Donc, pour faire... en fait, je ne pourrais pas énumérer la série d'exemples de choses que j'essaie d'illustrer dans mon livre. Je vais commencer par la question de la démocratie. Il y a des budgets participatifs. Donc, je pense qu'à Grenoble, ça a été expérimenté. Des fois, c'est très petit, des fois, c'est beaucoup plus large. Il y a la question du tirage au sort également qui est expérimenté au niveau municipal, des nouvelles formes d'assemblées citoyennes. Dans certaines villes, ça reste au stade de la consultation, mais parfois, ça peut prendre des formes de démocratie directe où c'est les habitants directement par assemblée ou par des référendums électroniques qui peuvent prendre des décisions directement sur des enjeux qui touchent leur milieu de vie. Au niveau économique aussi, l'idée de base du municipalisme, c'est d'une relocalisation de l'économie, des différentes activités, que ce soit par le biais des monnaies locales complémentaires, l'agriculture de proximité, les communs urbains, les circuits courts, différentes entreprises qu'on peut développer au niveau municipal également, comment la ville peut encourager l'ESS, les coopératives, les différentes associations, les petites entreprises qui restent ancrées dans le territoire. C'est toute une série de choses que les villes peuvent faire pour essayer de contribuer, favoriser, appuyer les initiatives qui sont capables de renouveler les modes de consommation, d'échange et de production également. Ensuite, au niveau de la justice sociale, qu'est-ce que les villes peuvent faire? Donc, il y a la question des transports, donc la tarification sociale des transports et parfois même la gratuité totale des transports en commun. Donc, c'est quelque chose qui existe dans différentes villes du monde. Évidemment, c'est extrêmement coûteux, mais c'est différentes expériences qui ont été amenées. Il y a la question du logement social abordable aussi, des formes de habitat, de cohabitat et des nouvelles façons d'habiter la ville. Il y a aussi une chose qu'on a pu voir à travers les villes américaines. Alors que Trump a été élu, il y a eu le mouvement des villes sanctuaires qui ont contesté, même poursuivi en justice le gouvernement de Trump en disant « Nous n'allons pas appliquer le décret anti-immigration d'expulsion, nous allons protéger les réfugiés et les immigrants, les personnes qui sont sur le territoire des villes. » Donc, ce n'est pas des toutes petites villes. Il y avait la ville de San Francisco, de New York, Seattle, qui ont contesté explicitement le mouvement de Trump. Donc, il y a ça qui est mis en place. Au niveau environnemental, pour faire une histoire courte encore une fois, les villes sont dans beaucoup de cas, mais pas dans tous les cas, les leviers d'une transition écologique. Elles sont plus proches du territoire et parfois elles sont plus capables de prendre en considération différents échos qui viennent des citoyens. Ce n'est pas toujours le cas, évidemment, mais ce qu'on a pu voir au Québec, entre autres, avec des grands projets, par exemple, de oléoducs, de transport de pétrole, d'hydrocarbures, de gaz de schiste, ainsi de suite, ce sont les municipalités qui ont essayé de protéger l'eau, le territoire, alors que les autres niveaux de gouvernement étaient beaucoup plus influencés par les industries, par les compagnies pétrolières et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qu'on a pu voir. Et les villes, dans beaucoup de cas, peuvent être des leviers qui vont accélérer la transition énergétique également. Au niveau du territoire, il y a toute l'idée de la planification urbaine participative au niveau des questions d'aménagement et d'une vision beaucoup plus large qu'on pourrait appeler un certain retour au territoire. Et il y a même des formes d'appartenance, de sentiment que les gens habitent dans un lieu commun dont ils peuvent prendre soin. Et ce que j'essaie de développer à peine dans mon livre, c'est la question même qu'on pourrait trouver une forme de patriotisme au niveau des municipalités. Par opposition à une forme de nationalisme centré sur une identité culturelle. Donc là, ici, c'est un débat très large, mais j'essaie de dire qu'il peut y avoir un sentiment d'appartenance vis-à-vis le village, la municipalité, la ville, et les gens se sentir appartenir à un espace dont ils peuvent partager différents enjeux ensemble. Donc ici, il y a différentes questions qui sont posées par la transition du point de vue social, économique, et ainsi de suite. Et il y a aussi la question, qu'est-ce que les municipalités peuvent faire entre elles? Ce qu'on peut observer dans différentes villes, que ce soit en France, aux États-Unis, au Québec, il y a de plus en plus une forme de grand fossé clivage entre les grandes villes et la ruralité, les campagnes, les différentes régions, les différentes provinces qui se sont délaissées par les grands centres. Et ce qu'on pourrait observer, c'est que si on était capable de construire un mouvement municipaliste par la base, on pourrait recréer à la fois des liens de solidarité entre ce qui se passe dans les grandes villes et aussi dans les plus petits villages, dans les villes de plus petite taille, pour essayer justement de créer des ponts
des nouvelles formes de solidarité, alors qu'à l'heure actuelle, au niveau d'autres enjeux, on voit des clivages extrêmement grands au niveau de différents débats. Donc ça, c'est une hypothèse que j'essaie d'élaborer dans mon livre. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais je vais essayer de montrer en fait qu'il y a des liens qu'on peut faire. Ensuite, il y a toute la question que si une ville essaie d'amener des transformations, des réformes et qu'elle est isolée, elle va avoir beaucoup de difficultés à imposer ses choix. S'il n'y a pas des liens extrêmement forts entre plusieurs villes d'un même État et entre plusieurs villes à travers le monde, les initiatives qu'on peut voir, par exemple, à Grenoble ici ou à Barcelone, Madrid, et ainsi de suite, vont être confinées dans un espace. Elles vont être subordonnées à d'autres niveaux de pouvoir. Donc, l'idée du municipalisme n'est pas uniquement de faire des petites réformes dans des villes, mais c'est vraiment de coordonner, de réseauter, de créer un réseau international de villes qui amènerait une série de transformations. Donc, il y a ça d'une part. Et d'autre part, ce n'est pas uniquement les villes au niveau institutionnel qui vont amener le changement. Il y a toute cette série d'initiatives qui émanent de la société civile, de projets citoyens, de coopératives, d'associations, de biens communs qui sont co-créés par les gens qui habitent sur les territoires. Et là, dans cette idée, c'est que dans certains cas, la ville peut être un soutien plutôt qu'un frein par rapport à ces différentes initiatives. Parfois, ce n'est pas toujours le cas, et c'est là qu'on peut voir des fois des frictions entre les mouvements, les citoyens et les gens en place dans les institutions. C'est quelque chose qu'on peut observer, mais parfois, cette synergie-là entre les institutions et la société civile peut être observée au niveau des municipalités, et c'est quelque chose qui peut contribuer à accélérer le changement de la société. Donc, si les municipalités étaient capables d'appuyer toutes ces initiatives-là, on pourrait voir justement le phénomène que cette transition vers un nouveau système économique, social et ainsi de suite serait capable de voir le jour beaucoup plus vite. Donc, il y a cette idée-là ici. Pour donner peut-être un cas, je ne sais pas si en France vous connaissez le modèle des fiducies foncières communautaires, Community Land Trust. Donc ça, c'est une initiative de commun qu'on peut trouver en zone urbaine, rurale, qui est le fait de donner le sol à une forme de propriété qui n'est ni celle de la propriété privée, ni celle de la propriété publique, mais vraiment une forme de commun dont la propriété appartient justement aux gens qui habitent sur ce lieu et aux gens autour, avec une protection à long terme sur un bail de 100 ans et même dans différents endroits dans le monde, en Afrique, un bail de 1000 ans en fait. Donc c'est extrêmement long. Dire que ce lieu-là va être inaliénable, inappropriable et il va devoir être préservé pour assurer sa mission. Donc, avec un exemple qui se trouve aux États-Unis ici, il y a un Community Land Trust qui a été créé avec une ferme urbaine, logement abordable, une zone aussi protégée, une forme d'espace vert et des jardins communautaires. Et pour avoir accès à cet espace-là, c'est la ville qui a confié cet espace-là, qui lui appartenait à un groupe de citoyens qui ont créé un organisme à but non lucratif, une association pour co-gérer ce bien-là ici directement. Donc, dans certains cas, pour éviter la privatisation des biens publics, qui sont dans les mains du gouvernement de l'État et qui peut décider du jour au lendemain de privatiser, si c'est un bien qui appartient à la communauté directement et qu'on ne peut pas aliéner, c'est quelque chose qui permettrait d'assurer la pérennité d'initiatives à travers le temps et différentes époques même. Donc ça, c'est un petit exemple que j'essaie de montrer ici. Évidemment, il y a plusieurs questions qui peuvent émerger de mon propos. Est-ce que c'est une addition de petites expérimentations de différences qui vont être capables de changer les choses? Est-ce qu'il y a des tensions, même des contradictions, des oppositions, des conflits qui peuvent apparaître entre les mouvements sociaux et les institutions municipales qui se revendiquaient de ces mouvements aussi? Donc, parfois, c'est quelque chose qui peut prendre forme. Et ensuite, est-ce que le municipalisme peut répondre aux différents enjeux que j'ai amenés un peu plus tôt, vis-à-vis la centralisation du pouvoir dans les mains de l'État, au niveau des compétences extrêmement limitées, au niveau de la dépolitisation qu'on peut voir et la corruption. Est-ce que le municipalisme est capable d'affronter cette série de choses et d'obstacles? Donc, ce que j'essaie de montrer ici, c'est que pour lutter contre la centralisation des pouvoirs, il faut en quelque sorte créer une forme de front municipal où plusieurs villes seraient capables, en fait, pourraient essayer de contester la centralisation des pouvoirs et revendiquer une série de ressources, de compétences de plus pour être capable d'opérer un changement de plus grande ampleur. Donc, ça, c'est une première hypothèse. Et dans certains cas, par exemple, dans les villes américaines, il y a des municipalités qui sont en train de se léguer entre elles pour dire qu'il faudrait justement qu'on soit capable de faire fi
de certaines décisions qui se prennent à d'autres échelles de gouvernement. Est-ce qu'on va être capable de le faire ou non? C'est une autre question. Mais il y a cette volonté qui émerge de dire qu'on ne va pas se contenter d'une centralisation du pouvoir. Ensuite, au niveau des compétences limitées, est-ce que les villes peuvent désobéir parfois? Est-ce qu'elles risquent d'être mises sous tutelle par d'autres niveaux de gouvernement? Est-ce qu'elles peuvent essayer d'expérimenter, de contourner les lois, les réglementations? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Et dans beaucoup de cas, en fait, il y a différentes innovations institutionnelles, même au niveau juridique, qui peuvent voir le jour par les municipalités qui essaient de gruger, de éroder le pouvoir en place en essayant de conquérir de nouveaux espaces de autonomie. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait voir ici. Ensuite, peut-être le plus grand espoir qu'on peut observer, c'est au niveau d'une repolitisation, d'une reprise en main des choses publiques par les citoyens qui peuvent s'auto-organiser. Et dans ce cas-là, en fait, dans une époque où les gens manquent de confiance vis-à-vis les grands partis politiques, on a pu voir par exemple ici En Marche qui a été élu, France Insoumise aussi, qui essaie d'expérimenter des nouvelles formes d'organisation. Dans les villes espagnoles, à Barcelone, Madrid, et ainsi de suite, qui ont expérimenté une forme d'hybridation de nouvelles configurations démocratiques qui essaient vraiment d'innover au niveau des pratiques, des façons de faire. Donc, non seulement changer au niveau des idées, programmes, mais dans les différentes habitudes démocratiques. Et dans ce cas-là, en fait, quelque chose qui a été expérimenté à Barcelone et ailleurs, c'est l'idée du code d'éthique, qui est non seulement une forme de profession de foi, d'intégrité, mais qui est vraiment l'idée que les personnes qui vont être élues doivent rendre public leur agenda de rendez-vous directement et doivent même déclarer, montrer, rendre public leur déclaration de revenus, montrer l'ensemble des décisions publiques qui sont prises, donc une série de moyens pour limiter le nombre de mandats, par exemple, à 2. Il y a même certaines listes, en fait, qui ont limité le nombre de mandats à 1. Ça peut évidemment poser des difficultés. Et l'idée aussi de révoquer, donc d'offrir la possibilité de la révocation, de la destitution des élus, non seulement lors de la période électorale, mais entre les deux élections. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont mis en place. Réduire le privilège des élus, des représentants aussi. Donc, la mairesse de Barcelone a décidé de réduire son salaire par 3, d'enlever les chauffeurs privés ou ainsi de suite, puis d'avoir un mode de vie qui correspond davantage aux gens qui habitent dans sa ville. Et ensuite, l'autre idée qu'on peut voir, c'est non seulement de changer les codes de conduite des différents élus, mais c'est d'assurer des va-et-vient directs entre les représentants et les gens dans différentes assemblées. Donc, de faire en sorte qu'il y ait des formes de démocratie en ligne, il y a des rencontres avec les citoyens à tous les mois dans différents coins de la ville où les gens sont obligés de revenir, d'écouter, de prendre des initiatives et de remonter après dans le conseil municipal pour reprendre, être le relais de ce qui se produit dans les différents lieux de la ville. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'être expérimenté et qui peut voir le jour dans des plus petites villes ou dans des plus grandes également. Donc, ici, j'ai essayé de montrer une série de choses que les villes peuvent faire. Et autre élément ici que je voudrais amener, c'est l'idée, comment est-ce qu'on est capable d'anticiper les trajectoires, les luttes, les formes de transformation de la société. Souvent, comme je l'ai dit au début de la conférence, il y a un vieux débat, en fait, qui tend peut-être à disparaître entre la réforme et la révolution. En fait, un débat qui tend à disparaître parce que de moins en moins de gens croient en la révolution. Donc, on réforme, mais quand on entend réforme aussi, ce n'est pas nécessairement des réformes qui vont dans la bonne direction. Donc, même on devient de plus en plus froid, cynique vis-à-vis de toute idée de réforme, de révolution et ainsi de suite. Mais est-ce qu'il y a différentes stratégies, lieux, axes qu'on pourrait prendre pour essayer de transformer les choses? Ce que je vais essayer de montrer ici, c'est qu'il y a différents fronts sur lesquels on peut agir pour essayer d'accélérer le changement. Il y a le front économique, social et démocratique, politique, où on pourrait accélérer le changement. L'idée ici, c'est de ne pas opposer ces différentes formes de stratégie, mais plutôt de veiller à trouver différentes articulations entre elles. Donc, derrière l'idée d'une transition vers un nouveau système, c'est l'idée de dire que ça va être un processus long, complexe, contradictoire. On va être capable d'intégrer une série de réformes qui émanent de la société civile, des réformes au niveau institutionnel et peut-être des petites ruptures démocratiques qui, entre elles, seraient capables d'accélérer le changement. Pour essayer de visualiser ici ces différents fronts de lutte, je reprends une grille d'analyse par le philosophe américain Eric Olin Wright, qui essaie de montrer en quelque sorte qu'on est capable de départager 4 grandes formes d'action pour favoriser la transformation de la société.
D'une part, si on regarde au niveau de l'échelle, il y a l'échelle qu'on peut appeler étatique ou institutionnelle au niveau de la société dans son ensemble. Et il y a aussi l'échelle de la société civile, les différentes initiatives qui émanent de la base. Ensuite, il y a un autre angle qu'on peut diviser. Est-ce que le but de cette stratégie est d'atténuer les problèmes, les souffrances, de réagir face à ce qui se passe, ou c'est plutôt de dépasser les structures en place? Et là, si on est capable de combiner ces différentes choses ensemble, il y a 4 grandes idées qui peuvent émerger. D'une part, si on pense à dépasser le système en place par le haut, par la prise du pouvoir dans les institutions, on est appelé à renverser le système et ce qu'on peut appeler la stratégie de la rupture. Donc, c'est peut-être historiquement différentes approches qui ont été amenées par la gauche, et des courants d'extrême gauche également, la révolution russe, et ainsi de suite. On a pu voir que ça amenait différentes difficultés, évidemment, mais c'est une des stratégies de transformation de la société. Ensuite, il y a l'idée que sans renverser le pouvoir et de changer du jour au lendemain l'ensemble des structures, d'abolir la propriété privée et ainsi de suite, il y aurait l'idée qu'on pourrait atténuer les problèmes, essayer de réguler le système par une série de lois de réforme. Donc, c'est l'idée, en quelque sorte, de domestiquer, contrôler, réguler le système par une série de lois de réforme. Et c'est une autre approche qu'on a pu voir. Au niveau de la société civile, il y a également l'idée que on peut, par la base, essayer de bloquer des projets. Il faut avoir des mouvements, des luttes sociales extrêmement fortes, que ce soit le mouvement ouvrier, le mouvement des femmes écologistes, pour être capable d'amener une série d'initiatives et de choses pour empêcher que les choses se dégradent. Et ensuite, il y a l'autre hypothèse qu'on peut avoir, c'est l'idée d'une transformation du système, essayer de dépasser les structures en place par une série d'initiatives, d'utopies concrètes et de formes de projets qui émanent de la société civile, de groupes citoyens qui essaient d'accélérer le changement. Donc, c'est ce qu'on peut appeler peut-être la stratégie de la résilience, donc une stratégie qui pourrait faire en sorte que les écosystèmes, les communautés humaines soient plus fortes entre elles et soient capables d'absorber des chocs face à différentes crises qui vont devenir de plus en plus fortes. Donc ici, j'ai essayé de montrer les 4 hypothèses et je vais essayer de vous montrer en quoi le municipalisme peut agir sur ces 4 sphères-là différentes. L'idée de base, c'est qu'il est plus facile d'articuler les luttes sociales, les réformes, et être capable d'agir au niveau des institutions et de créer des synergies positives entre ces 4 formes-là d'intervention au niveau des villes. À des échelles beaucoup plus grandes, c'est quelque chose qu'on peut observer aussi, mais souvent, les frictions, les dynamiques vont être beaucoup plus difficiles, complexes à mettre en œuvre, ce qui va faire en sorte qu'on va souvent opposer une approche plutôt que l'autre. Ensuite, il y a l'idée justement que les municipalités peuvent articuler différentes luttes aussi qui se produisent au niveau du transport, logement, lutte à différentes formes d'accessibilité vis-à-vis de la ville, l'égalité homme-femme. Les municipalités peuvent accueillir une différente série de revendications, de mouvements pour essayer d'opérer une série de changements. Et que ce soit des luttes urbaines, mais aussi des luttes dans différentes régions. Donc, au Québec, par exemple, les luttes contre les gaz de schiste, les hydrocarbures ont été extrêmement fortes dans différentes régions du Québec. Donc, ce n'était pas juste au niveau des grandes villes, il y a aussi une série d'initiatives, de mouvements qui sont mis en place. Ici, on est capable de créer des ponts entre des mouvements qui se déroulent dans les grandes villes et dans les plus petites villes et dans les petits villages. Il peut s'opérer une dynamique beaucoup plus intéressante. Ensuite, autre élément ici, à l'échelle municipale, parfois, les institutions sont capables d'intégrer, de refléter, de traduire dans les institutions les revendications qui émanent des mouvements des citoyens. Ce n'est peut-être pas toujours le cas. Il y a plusieurs obstacles à ça, plusieurs conflits qui peuvent émerger, mais c'est quelque chose qu'on peut voir également. Ensuite, si on est capable d'amener des transformations plus fortes, des petites ruptures au niveau de la démocratie dans différentes villes, peut-être que ça peut préparer le terrain dans certains contextes historiques pour des ruptures à une échelle beaucoup plus large. Si on pense par exemple à la Seconde République d'Espagne, elle a été décrétée en quelque sorte lors des élections municipales. Donc il y avait même quelque chose qui allait au niveau de l'Espagne dans son ensemble qui a émané des municipalités à la base. Donc c'est quelque chose qui pourrait voir le jour, mais évidemment il y a plusieurs obstacles. Ensuite, pour essayer de conclure, comment est-ce que les municipalités, même si on pourrait imaginer un mouvement d'ensemble extrêmement large, extrêmement puissant, où plusieurs villes à travers le monde seraient en train d'appliquer cette idée de transformation, de résilience, d'écologie, de justice, de démocratisation. Ici, il y avait des centaines, des milliers de villes qui opéraient ce mouvement.
comment elle pourrait faire pour briser le plafond de verre, la souveraineté étatique et nationale qui contrôle encore les questions budgétaires, les lois, les impôts, les traités. Elle peut aussi décréter l'état d'exception. Comment on fait pour réguler à un niveau beaucoup plus large ce qui se déroule uniquement à partir des villes? En fait, il y a deux grandes stratégies qu'on peut observer. D'une part, il y aurait la stratégie qui était préconisée par Murray Bookchin et qui est expérimentée à l'heure actuelle au Rojava, donc dans la région kurde, et qui a été aussi la stratégie initiée par le mouvement des Zapatistes ou Chiapas. L'idée de créer des zones d'autonomie, en fait. Donc, en quelque sorte, de créer des espaces où il y aurait une forme d'autogouvernement, d'autonomie démocratique, qui serait capable d'amorcer le changement et de résister face à différents pouvoirs. Et éventuellement, dans ce contexte de double pouvoir, pourrait progressivement émerger une nouvelle forme de légitimité qui viendrait d'une nouvelle forme de démocratie qui émanerait des municipalités. Donc, il y aurait une forme de contestation en deux ordres de gouvernement. D'une part, les municipalités libres, autogouvernées, et d'autre part, la centralisation des pouvoirs dans les mains de l'État central. Donc ça, c'est une forme qu'on pourrait voir. L'autre forme, ça serait une stratégie, un processus constituant qu'on pourrait observer à partir des villes et qui pourrait se traduire à une échelle beaucoup plus grande. Donc, ça serait en quelque sorte l'idée de refonder la République pour faire en sorte que la République devienne une sorte de République décentralisée, basée sur l'autogouvernement des municipalités des différentes régions. Donc, une nouvelle forme de République qui serait en quelque sorte vraiment une forme de rupture vis-à-vis le cadre actuel. Donc ça, c'est peut-être une hypothèse qui est plus utopique. C'est quelque chose qu'on peut voir à l'heure actuelle et qui va peut-être voir le jour, et on ne sait pas vraiment, dans la région de la Catalogne, qui est prise dans un contexte extrêmement complexe, difficile, mais il y a des groupes là-bas, en fait, qui se réclament du municipalisme et qui sont au sein du mouvement indépendantiste. Et pour elles, comment ils font pour être capables de concilier les deux? Ils disent, nous entrevoyons la République de la Catalogne comme une série de municipalités qui seraient autogouvernées, et même dans cette assemblée nationale, ça serait les conseillers des villes qui iraient là directement. Il y aurait une forme de démocratie décentralisée dans un nouveau système qui n'a pas été encore inventé à l'heure actuelle. Donc ici, il y a cette forme-là de mouvement utopique qui essaie de penser la transition vers une nouvelle forme de société. Évidemment, c'est des propositions peut-être plus fortes. Au niveau de la Turquie, avant qu'il y ait la dictature de Erdogan, il y avait le mouvement kurde qui revendiquait une solution démocratique, non pas se séparer de la Turquie, créer un nouvel État, mais refonder la République de la Turquie avec une forme de démocratie participative et directe à la base, par une forme d'autogouvernement qui pourrait reconnaître la pluralité des peuples qui existent sur le territoire. Donc, c'est des choses qui n'ont pas vu le jour, évidemment, mais qu'on pourrait entrevoir si on était capable de transformer le système et que les municipalités auraient toutes les coups des franges, on pourrait dire, des zones d'autonomie pour être capable d'accélérer la transformation de la société. Donc, je vais conclure avec ça ici et je vous remercie de votre attention. Merci. Eh bien, merci beaucoup.